Bonjour à tous, c'est Pierre pour une nouvelle vidéo sur Napoléon III. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, abonnez-vous sans oublier d'activer la petite cloche qui se trouve à côté du bouton d'abonnement pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo que je sors. Reprenons où nous en étions. En 1847, Louis-Napoléon disait « J'attends mon heure ». Fraîchement évadé de la forteresse de Ham, réfugié en Angleterre, il eût pu attendre longtemps. Pourtant, ce ne fut pas le cas. Pour vous expliquer tout ça, il faut remonter à la chute du Premier Empire. En 1815, la monarchie est de retour en France, c'est la période de la Restauration. Les frères de Louis XVI, de la dynastie des Bourbons, règnent sous les noms de Louis XVIII et Charles X. En 1830, Charles X est renversé. C'est la Révolution des Trois Glorieuses qui voit l'arrivée d'une monarchie parlementaire et d'une nouvelle dynastie, celle des Orléans, en la personne du roi des Français et non plus roi de France, Louis-Philippe. Il s'agit d'un régime où le droit de vote est censitaire, limité aux citoyens les plus riches. On considère alors que la richesse est la marque de la compétence. Les plus riches doivent donc gouverner. Logique. Un petit peu comme chez Macron en fait, sauf que de nos jours c'est un peu différent, ils deviennent riches pendant et après avoir gouverné étrangement. Toujours est-il que ce régime, né en juillet 1830, d'où son nom de monarchie de juillet, dure 18 années jusqu'en 1848, où une nouvelle révolution, la troisième, après 1789 et 1830, 1848, une nouvelle révolution, renverse Louis-Philippe. À ce moment-là, Louis-Napoléon vit à Londres, d'où il observe avec un grand intérêt les affaires françaises. Depuis plusieurs mois, suite à son évasion du fort de Ham, il s'est intégré dans la haute société londonienne, donnant force festin, créant des relations et réunissant des partisans. Comment fait-il pour payer tout cela? Eh bien ses finances sont entretenues par une certaine Miss Howard, maîtresse du prince. Harriet Howard est une femme d'importance dans la vie de Louis-Napoléon. Fille de cordonnier, actrice, puis mariée à un major des Life Guards, qui lui lègue sa fortune, elle soutiendra Louis-Napoléon jusqu'à son mariage avec Eugénie de Montijo. À nouveau exilé en Angleterre, Louis-Napoléon devient victime de nombreuses rumeurs. On raconte qu'il cherche à nouveau à renverser le pouvoir en France, ce qui n'est pas tout à fait exact puisque nous l'avons dit, il attend son heure et ne complote pas activement. C'est à cette époque qu'un de ses surnoms les plus célèbres apparaît en France, on l'appelle alors Badinguet. Plusieurs explications existent quant à ce sobriquet. Il pourrait venir du nom de l'ouvrier dont il aurait emprunté le déguisement pour s'évader de la forteresse de Ham, mais aussi de ses déambulations sur les murailles de la dite forteresse, ou encore d'un dessin satirique de l'époque. Toujours est-il que ce surnom lui collera à la peau et se retrouvera sur de nombreuses caricatures. Alors qu'il réside à Londres, son père, Louis, ancien roi de Hollande et frère de Napoléon Ier, décède, non sans que Louis-Napoléon ait tenté, sans succès, d'obtenir un passeport pour lui rendre visite à Florence et le veiller sur son lit de mort. Pour montrer sa reconnaissance vis-à-vis de sa terre d'asile, il devient même officier de police volontaire à Londres. Il fait donc sa petite vie, non sans garder un œil sur les affaires françaises. Pendant ce temps, en France, la situation se dégradait. L'ordre est maintenu à Paris en partie par ce qu'on appelle la garde nationale, composée de membres volontaires de la petite bourgeoisie. D'autre part, nous l'avons dit, seule une partie de la population peut voter, ce qui n'est pas le cas de la garde nationale. Une grave crise économique ravage le pays, le mécontentement monte et le chef du gouvernement, François Guizot, un historien au passage, est très impopulaire. L'opposition n'ayant pas le droit de se réunir, les républicains mettent en place un petit stratagème, ce qu'on a appelé la campagne des banquets. Il s'agissait de se réunir dans un endroit privé, de transformer la chose en réunion publique informelle sous prétexte de banquet, et de porter des toasts à la République ou à des opposants à Louis-Philippe, à de nouvelles idées et à des critiques du régime. Le dernier de ces banquets va alors être interdit sur ordre du roi, et c'est à ce moment que les choses vont s'envenimer. Le 22 février 1848, des étudiants et des ouvriers se lancent dans une manifestation contre l'interdiction du banquet, qui va grossir, puis tourner à l'émeute, et qui va dégénérer en révolution. Rien que ça. Pendant que les parlementaires parlent et aimantent, le roi ordonne à l'armée d'investir Paris, épaulée par la fameuse garde nationale. Le 23 février, la garde nationale change de camp. Elle prend la défense des émeutiers contre l'armée et finit par se joindre à eux. François Guizot, le Premier ministre, est renvoyé par Louis-Philippe, et la situation semble se calmer.
Mais dans la nuit, la foule se masse sous les fenêtres de l'ancien ministre pour se moquer un petit peu de lui. C'est là que la situation échappe à tout contrôle. Un régiment ouvre le feu sur la foule, faisant plus de 30 morts. Comme à l'époque on rigole pas, ni une ni deux, les émeutiers ramassent les cadavres, les mettent sur une charrette et les promènent toute la nuit dans Paris en appelant à la révolte. C'est une véritable insurrection qui se déclenche, Paris se couvre alors de barricades. Un choix s'offre à Louis-Philippe. Ordonner au maréchal Bugeaud de réprimer la révolte dans le sang, ou abdiquer. Il choisit cette dernière solution et transmet le pouvoir à son petit-fils, Philippe d'Orléans, comte de Paris, qui doit régner sous le nom de Louis-Philippe II. Le 24 février, alors que cet enfant de 9 ans doit être investi dans son pouvoir royal par la Chambre des députés, une manœuvre politique des députés républicains, appuyée par la pression de la foule en colère, élément persuasif s'il en est, entraîne l'abolition de la monarchie de Juillet et la proclamation de la Deuxième République, qui verra notamment, durant cette même année 1848, l'abolition de l'esclavage. Louis-Philippe part en Angleterre sur le chemin de l'exil. Un gouvernement provisoire de la République se met alors en place, avec à sa tête le poète romantique Alphonse de Lamartine. Durant quelques semaines se déroule alors ce qu'on appelle l'illusion lyrique, une période où tous les Français, quels qu'ils soient, adhèrent au régime avec enthousiasme. Mais bien évidemment, cela ne durera pas. Revenons à Louis-Napoléon, qui de son côté ne rentre pas immédiatement en France. Sous Louis-Philippe, il était l'allié des républicains et l'ennemi des royalistes. C'est désormais l'inverse. Il se retrouve ennemi des républicains, qui n'ont plus besoin de lui maintenant qu'ils sont au pouvoir, et allié objectif des royalistes, qui cependant ne le considèrent pas plus que ça. On organise une élection dans le but d'élire une assemblée, qui donnera à la France une constitution. Louis-Napoléon refuse de se présenter, mais Persigny, lui, se présente et fait distribuer des bulletins au nom de Louis-Napoléon dans plusieurs départements. Cependant, aucun des candidats bonapartistes n'est élu. Quelque temps plus tard, une seconde élection a lieu pour remplacer les candidats élus dans plusieurs départements, et Louis-Napoléon est alors élu dans 3 départements sans même se présenter. Se pose alors le débat concernant son retour en France. La loi de 1832, exilant du territoire les prétendants au trône, est encore en vigueur. Mais les républicains se disent qu'en acceptant Louis-Napoléon à siéger à l'Assemblée, on évitera de le faire se sentir prétendant, qu'il sera considéré comme un citoyen comme les autres, le poussant à se rallier à la République. On lui donne en fait un hochet pour l'occuper sous forme de siège à l'Assemblée. En le voyant en chair et en os, les députés et les Français en général éviteraient d'idéaliser un personnage lointain et se rendraient compte de son incompétence. Il perdrait ainsi, soi-disant, toute popularité. Ainsi donc, la loi est abrogée au début du mois de juin 1848. La nouvelle de son arrivée prochaine entraîne de nombreuses manifestations populaires, encouragées fortement par la propagande bonapartiste, toujours dirigée par Victor de Persigny, le fidèle des fidèles. Ce dernier est alors arrêté, et Louis-Napoléon a la sagesse de renoncer à son siège. Il explique qu'il ne veut pas être l'objet d'une quelconque agitation populaire qui mettrait en danger le régime, et qu'il restera donc en Angleterre, jusqu'à pouvoir rentrer sans foutre le bordel malgré lui. Il est même prêt à participer à une nouvelle élection s'il le faut. Pendant ce temps a lieu la fin de l'illusion lyrique. Le gouvernement provisoire est rapidement mis en difficulté et doit fermer les ateliers nationaux créés juste après la Révolution. Une nouvelle révolte gronde et le 22 juin, une insurrection socialiste éclate. C'est l'époque où les socialistes descendaient dans la rue avec des armes, pas comme aujourd'hui. L'Assemblée confie les pleins pouvoirs à un républicain soi-disant modéré, le général Louis-Eugène Cavaignac. Ce dernier n'agit pas tout de suite. Il laisse grossir la révolte pour mieux la mater, puis l'écrase violemment dans le sang. On parle quand même de 5000 morts et 25 000 prisonniers en 4 jours. Pas mal pour un modéré. Le 26 juin, la révolte est matée, mais s'installe de manière durable une peur des Rouges. On déporte 4000 personnes en Algérie, et Louis Blanc, ancienne caution socialiste du gouvernement provisoire, est mis en accusation. Cet événement est une rupture. La peur des Rouges met fin aux expériences socialistes de la République, et on se tourne dès lors vers une République bourgeoise et orléaniste. On va avoir pour objectif principal non plus des expérimentations, mais le maintien de l'ordre. En gros, la République vire à droite toute, créant de fait une alliance de tous ceux qui craignent l'extrême gauche.
Louis-Napoléon pendant ce temps s'en tire bien. Il n'a fait partie ni des socialistes massacrés, ni des républicains massacrants. Il apparaît, pour beaucoup, alors, comme un recours, un juste milieu, qui pourrait maintenir l'ordre tout en faisant évoluer la société. Après tout, l'ordre et le progrès sont deux piliers du bonapartisme, et cela fait des années que Louis-Napoléon le répète. De nouvelles élections complémentaires ont lieu, lors desquelles il est encore une fois élu, cette fois-ci dans 4 départements, et loin en tête des autres candidats. Devant la pression populaire, l'Assemblée est obligée de le laisser siéger. Il rentre alors en France pour prendre sa place de représentant du peuple à l'Assemblée nationale, qui sera alors chargée de rédiger une nouvelle constitution. Je laisserai pour une fois la parole non pas à Louis-Napoléon, mais à son futur ennemi juré, Victor Hugo, pour la conclusion. Ce n'est pas un homme qui revient, c'est une idée. C'est la 3e fois depuis 50 ans que le porteur de ce grand nom, Napoléon, rentre à Paris. La première fois Napoléon revenait de l'île d'Elbe, c'était son génie. La seconde Napoléon revenait de Sainte-Hélène, c'était son fantôme. La 3e, Napoléon revient d'Angleterre, c'est son souvenir. C'est terminé pour aujourd'hui, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager, à faire connaître la chaîne. Merci d'avance pour vos remarques et pour vos conseils. On se retrouve dans quelques temps pour la suite des aventures de Louis-Napoléon, et plus précisément pour parler de son ascension fulgurante jusqu'à la présidence de la République, car, enfin, son heure est arrivée.